Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Comme le mois de mars est le mois de la fraude, nous allons nous intéresser à la fraude scientifique. Les cas de fraude faisaient figure d'exception auparavant. On était toujours désagréablement surpris lorsqu'on apprenait qu'un scientifique s'était commis, mais c'était tout de même assez rare. Là, on parle d'avant les années 90, avant l'arrivée d'Internet. Depuis quelques décennies, cela semble se multiplier au point qu'on pourrait parler d'épidémie de fraude avec de lourdes conséquences sur la vie de ceux qui se font pincer et même de leurs co-auteurs, mais aussi sur leur domaine scientifique entaché par l'opprobre. La fraude scientifique n'épargne aucun domaine scientifique, mais semble être plus concentrée dans les sciences de la santé. Elle peut prendre plusieurs formes, du simple plagiat à la falsification de données. Publier ou périr, l'adage pèse sur la vie de chercheurs. Cette obligation de publier sous peine de connaître de la difficulté à obtenir de nouvelles subventions de recherche pousse parfois certains à tourner les coins ronds, à travestir les données ou même à les falsifier. Mais quelle est la faute de la technologie? Avec Internet, Photoshop, la tentation de bonifier les données semble plus facilement à portée de main. Donc nous allons parler de tout cela avec nos invités. Nous sommes en compagnie du professeur Ariel Fenster de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill, qui était aussi, qui est toujours blogueur à l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Philippe Mongeon, candidat au doctorat en sciences de l'information à l'école de biblioéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Il travaille dans le laboratoire de recherche du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante. Et nous sommes en compagnie du docteur Fernand Turcotte, professeur émérite en médecine préventive et santé publique à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. À la retraite, mais pas inactif, parce qu'il a réalisé, il a réalisé la version française de nombreux livres, mais de l'ouvrage de Peter Gutz, j'espère que je le prononce bien, Remèdes mortels et crimes organisés, comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé. Donc, il va nous en parler aussi. Donc, bonjour à tous les trois. Ma première question, qu'entend-on quand on parle de fraude scientifique? Il faut sans doute commencer par donner une définition, peut-être, professeur Fenster? Oui. Alors, il y a plusieurs aspects associés à la fraude scientifique, aux fraudes scientifiques. Il y a la falsification des données. Par exemple, si vous avez une hypothèse et que elle n'est pas complètement vérifiée, vous pouvez avoir tendance à falsifier vos résultats pour justement obtenir le résultat demandé. Il y a la fabrication des données. Alors là, où c'est beaucoup plus évident, vous créez des résultats. Et il y a aussi le plagiat. Et je voudrais parler justement, dire quelques mots au sujet du plagiat, parce que peut-être c'est un des aspects qui est le moins connu dans le sens que on copie les résultats d'autres études, parce que comme vous le mentionnez, la publication c'est quelque chose qui est très important. Le plus de publications qu'on a, le mieux c'est. Alors on peut copier des résultats d'autres données, mais peut-être quand j'ai fait cette recherche, j'ai trouvé ce qui est un aspect qui est intéressant, c'est qu'on se plagie soi-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour avoir plus de publications, on va prendre ses propres résultats et on va changer quelques aspects, on va changer le titre, on va changer quelques auteurs et on va le publier dans un autre journal. Donc ça augmente le nombre de publications. Est-ce que Monsieur Mongeon, c'est un phénomène qui semble se multiplier, la fraude scientifique. Vous avez utilisé la base de données PubMed et vous avez recensé 629 auteurs ayant signé 181 articles frauduleux. Expliquez-nous un petit peu votre recherche. Ouais, c'était un travail de recherche qu'on a fait en 2013, en fait. Donc, on a regardé combien il y avait d'articles rétractés dans la base de données PubMed, qui est en sciences de la santé. Donc, c'est un domaine où la plupart des fraudes ont lieu. Donc, à partir de là, on a regardé pour quelles raisons on rétracte un article. Bon, parce que évidemment, quand on trouve que des données ont été falsifiées et que c'est prouvé, donc on va rétracter l'article. Mais c'est pas les seules raisons pour lesquelles on va rétracter des articles. Donc là-dedans, il y a des erreurs de bonne foi, il y a des cas il y a toutes sortes de cas de conflits entre les auteurs. On n'a pas obtenu l'autorisation du bureau d'éthique avant de faire notre recherche. Ça veut pas dire que la recherche est invalide. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté toutes les règles. Donc on rétracte un article.
Donc là où je m'en vais avec ça, c'est qu'il faut faire attention quand on regarde, parce qu'il est facile de dire, regardons, avant, dans les années 80, on rétractait 3-4 articles par année. Aujourd'hui, c'est 500, 600, 700. Oh, il y a beaucoup plus de fraude qu'avant. Il y a aussi plein de choses qui ont changé, donc les raisons pour lesquelles on rétracte des articles, qui sont variées, qui changent dans le temps. Avant, il y a des comportements qu'on aurait jugés, oui, peut-être répréhensibles, mais qui n'auraient pas justifié une rétractation. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible, on rétracte rapidement tout ce qui est un peu louche et puis on se protège. Puis il y a plein de facteurs là, qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi de pas prendre ce chiffre-là et dire il y a plus de fraude qu'avant. Il y a aussi plus de chercheurs qu'avant, il y a plus de recherches qu'avant. Donc il faut normaliser tout ça avant d'en tirer des conclusions d'épidémie. Cela dit, est-ce qu'il y a une épidémie? Je ne saurais dire. Personne ne peut le savoir en fait. Pour qu'une fraude soit il faut qu'on la découvre. Oui. Donc, est-ce qu'on a découvert toutes les fraudes qui ont eu lieu dans l'histoire de la science? Évidemment pas. C'est certain qu'il y a plein d'articles qui ont pas respecté les règles de l'art, qui sont encore dans le corpus scientifique. Mais on peut, c'est facile de s'imaginer que ce qu'on découvre, c'est évidemment la pointe d'un iceberg dont on ne connaît pas la taille, mais qui est potentiellement, pour plusieurs raisons dont je suis sûr Dr. Turcotte va nous parler, est potentiellement très, très, très énorme. Oui. Ouais. Dr. Turcotte, se citer soi-même, là, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin, non? Oui. C'est-à-dire que non, c'est tout à fait logique. Et comme le disait le Dr. Fenster, parfois la pression à publier devient insoutenable. Et puis, on peut penser ça. Sauf que ça excuse pas, bien sûr, le caractère ignoble de cette opération-là. Le principal intérêt des publications, c'est de précisément partager une découverte qu'on a peut-être faite pour deux raisons. Pour aider tous les gens qui travaillent dans le domaine à avancer. Et deuxièmement, au besoin, pour obtenir une validation du résultat qu'on obtient ou qu'on a obtenu, tout en ayant pris toutes les précautions que les connaissances de la méthode expérimentale ou des méthodes de recherche nous imposent, si vous voulez, de suivre pour travailler correctement. Dans le domaine des services de santé, la recherche a des contraintes encore plus lourdes que celles qui pèsent sur des chercheurs qui travaillent sur des modèles animaux, des choses semblables, en bonne raison, parce que les êtres humains sont pas des souris blanches. D'où l'importance encore plus terrible d'être vraiment honnête dans ce domaine-là. Et c'est le constat déprimant qu'a établi Peter Gage, qui lui est un scientifique qui a fait une partie de sa carrière comme chercheur fondamentaliste dans l'industrie pharmaceutique avant de devenir médecin. Et puis, de tout à coup, être confronté à toutes les niaiseries qu'on raconte aux médecins à propos des médicaments. Et, de fait, c'est tellement facile de berner les professionnels de la santé sur des notions, si vous voulez, très, très, très étroites de chimie. Là, il y a un premier niveau de difficulté. Mais le deuxième niveau de difficulté, c'est de savoir est-ce que l'effet sur la santé humaine est vraiment l'effet qu'on prétend qu'il est. Et dans bien des cas, il y a de la tricherie partout. Il y a tellement de tricherie que Peter Gage dit que pour se sortir de la corruption, et la corruption, là, on paye de gros prix. Là, c'est rendu que dans tous les pays riches, les médicaments sont devenus la 3e cause de mortalité. Oui. Après les cancers et les maladies cardiovasculaires, rendez-vous compte, là? Oui. Et ça le fait de nous, les médecins, des prescripteurs, ça fait de nous des complices de cette misère qu'on inflige à la population, alors que notre obligation professionnelle est au contraire de combattre systématiquement toutes les sources de souffrance humaine et toutes les sources de mortalité prématurée. J'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur ce qui pousse un chercheur à frauder et les conséquences pour eux, mais aussi, par exemple, pour les universités, pour les revues savantes. Est-ce que, professeur Fenster, est-ce que vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce qui pousse un chercheur à frauder? Voilà, exactement, comme vous l'avez mentionné, publier ou périr, c'est ça vraiment ce qui est important. C'est-à-dire que pour avoir des subventions, ce qui compte, c'est le nombre de publications et aussi le facteur d'impact, c'est où
vos articles sont publiés. Donc il y a une tendance ou il y a une demande à trouver des publications dans des journaux, à envoyer vos publications dans des journaux prestigieux. Et il y a toutes sortes de techniques qui peuvent être utilisées dans ce sens-là. Entre autres, c'est d'associer votre nom au nom de chercheurs qui sont déjà connus, qui sont déjà qui ont déjà une renommée internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière dont, comme vous le savez, pour qu'un journal soit accepté, il faut qu'il soit vérifié par des pairs. Et ce qui se passe dans certains cas, certains journaux demandent à l'auteur de suggérer des pairs pour vérifier. Donc, ça ouvre une voie à la supercherie. Mm-hmm. Et ce on s'est rendu compte, c'est que des fois, les chercheurs vont choisir leurs pairs, mais ils vont associer à ces pairs des adresses e-mail qui envoient directement le papier à vérifier à l'auteur. Donc c'est l'auteur qui vérifie son propre article. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un problème. Est-ce qu'il y a une pression des universités aussi pour justement qu'il y ait plus de publications? C'est important d'avoir le plus de publications qui sortent de leur laboratoire. Donc il y a une pression de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le journal qui s'appelle Déjà Vu, ou vraiment qui traque les problèmes de plagiat. Donc, il regarde quand il y a une publication, si ça a été déjà publié ailleurs. Ou Retraction Watch, qui est aussi un site où on peut suivre où il y a eu des rétractions. Et peut-être pourrais-je le mentionner, le champion des rétractions, c'est un chercheur japonais, Yoshitaka Fuchi, et on a rétracté 172 articles qui venaient de lui. Alors, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que malheureusement, il a passé 2 ans à McGill, donc il a laissé sa trace ici à l'université. Oui, je vois Philippe Mongeau qui hoche de la tête. Donc, vous allez être d'accord avec ça. Mais c'est quoi les conséquences de tout ça? Parce qu'il y a des co-auteurs maintenant aussi sur les papiers. Voilà, alors, les conséquences, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé, si un co-auteur n'est même pas au courant que son nom a été ajouté à l'article, vous voyez, donc ça présente des problèmes. Son nom est cité, il n'a rien à voir avec cet article. Et ce qui se passe aussi, c'est que même quand un article a été rétracté, souvent il continue à être cité, même que c'est certain que les résultats ne sont pas valables. Donc, des chercheurs utilisent des données qui sont absolument fausses. Et ils utilisent ça certains pour leur recherche, bien qu'ils le font de bonne foi. Donc, il y a des problèmes pour les chercheurs de ce côté-là. Philippe Mongeon. Donc, le docteur Fenster, il a mis le doigt sur plusieurs problèmes, mais l'explication pour ce qui cause les fraudeurs à agir de la sorte, l'argument dominant de nos jours, c'est effectivement le système publisher-perish qui fait en sorte que tout le monde a une pression de publier, puis tu n'auras pas tes subventions, tu n'auras pas ton agrégation, tu n'auras pas ton poste, ta promotion. Si tu publies pas, donc, qu'est-ce que tu fais? Ton expérimentation fonctionne pas comme tu voulais, tu vas fabriquer des données pour que ça marche. Bon. Ou tu vas trouver d'autres moyens comme te fabriquer une adresse courriel, etc. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y en a qui utilisent encore l'argument de la bad apple, si on veut, en anglais, l'anomalie, des psychopathes qui se retrouvent à travailler parmi nos rangs. Et puis, mais ça, c'est un argument qui est beaucoup moins populaire depuis les dernières années, mais qui était utilisé dans le temps. La pomme pourrie, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour maintenir le statu quo. Donc, le système scientifique, il n'y a pas de problème. C'est juste cette personne-là qui dans le fond, aurait jamais dû se retrouver ici parce que c'est ça. Puis il y a aussi, il y a un blâme qui peut être jeté sur il y en a qui préfèrent blâmer les institutions. Donc, c'est pas un problème de la structure de la communauté scientifique
en tant que tel, c'est les institutions qui sont mal gérées ou qui utilisent pas des systèmes d'incitatifs à l'éthique professionnelle de la part de leurs chercheurs. Mais votre question, c'était sur les conséquences. Les conséquences, oui. Évidemment, on a déjà parlé des conséquences sur la santé des individus dans le cas des médicaments qui sont testés par des personnes qui ont des conflits d'intérêts, etc. Bien sûr, au niveau d'une discipline entière, si on pense au cas de Diederik Stapel, la psychologie sociale aux Pays-Bas. Donc, bref, il y a des études qui ont montré, en l'occurrence, une étude de Pierre Azoulay, je ne me souviens plus où, mais bon, Pierre Azoulay a montré que les fraudes majeures dans des disciplines quelconques vont avoir un impact sur le financement de la discipline entière au niveau national mondial. Il va y avoir moins de chercheurs qui vont être attirés à aller travailler dans cette discipline-là. Tous les papiers qui sont proches, disons, de ceux qui ont été rétractés vont soudainement être moins cités. Donc, ça a un impact, disons, pour la communauté scientifique proche du chercheur lui-même. Mais encore plus près du chercheur, il y a ses co-auteurs, on en a parlé. On est co-auteur d'un article. Il y a pas très longtemps, on aurait eu tendance à dire que, on met notre nom sur un article, on est responsable. Maintenant, il y a 8, 9, 10, 25, 30, 100 personnes qui signent un article scientifique. C'est difficile de dire que chacune de ces personnes-là est responsable si une personne a inventé des données puis les a données aux autres personnes pour qu'ils fassent leurs analyses avec ça. Donc, on a vu une évolution des politiques, par exemple de l'International Medical Journal Association, ICMJE. C'est un regroupement d'éditeurs de revues dans le domaine de la santé qui ont fait des lignes directrices pour l'autorat, puis qui spécifiaient avant que tout le monde était responsable, mais qui aujourd'hui, vu le contexte où c'est inapplicable, ont adopté une nouvelle politique qui dit que tout le monde est responsable pour aider à résoudre le problème puis à identifier c'est qui la personne qui est effectivement responsable. Donc, quand il y a un cas de fraude scientifique, je m'excuse, je parle beaucoup, quand il y a un cas de fraude scientifique qui est découvert, il y a une enquête qui est faite, on découvre que c'est cette personne-là qui a fraudé. Cette personne-là va faire de la prison peut-être dans certains cas où ça s'est vu, c'est généralement pas le cas, mais ça s'est vu quand il y a des fonds publics qui sont impliqués. Ça a des conséquences bien sûr sur sa carrière. Dans bien des cas, elle va être terminée. C'est une honte. On rétracte 162 articles de cet auteur-là, comme le cas du chercheur japonais. Donc, on pourrait penser que la communauté scientifique réagit bien dans le cas des fraudeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les 3, 4, 5, 10 personnes qui étaient associées à cette personne-là sur les articles rétractés, qui avaient fait cela sur leur carrière? Puis là, ça a été le sujet d'un article qu'on a publié, en fait, qui a paru officiellement en janvier, dans la revue Jazzist, où on a pris 5 ans de cas de fraude scientifique, puis on a regardé qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui étaient sur ces papiers-là. Puis on voit que si tu es le premier auteur, parce qu'on sait que dans le domaine de la santé, le premier auteur, c'est typiquement un postdoctorant, un étudiant de doctorat, bref, c'est un jeune chercheur. Puis le dernier, c'est le directeur du laboratoire où il y a une équipe. Puis on voit que si tu es directeur de lab puis il y a un de tes étudiants qui fraude, oui, ça va avoir un impact sur toute la gestion du cas, les enquêtes, ça jette un mauvais... ça jette de l'ombre sur le travaux de l'ensemble du laboratoire. Donc, ça va avoir un effet quand même sur ses publications, sur ses citations, etc. Mais pour les jeunes chercheurs, c'est là que c'est dramatique. T'es dans un laboratoire et ton directeur commet une fraude scientifique ou un de tes collègues étudiants sur lesquels tu as participé à son article, mais tu n'étais pas le premier auteur, c'est la fin de la carrière. C'est la fin de la carrière dans plein de cas. Puis c'est pas parce que le système scientifique veut plus de ces chercheurs-là ou parce que la communauté scientifique les rejette. Selon moi, en tout cas, c'est que c'est un traumatisme. T'es en début de carrière, tu sais à quel point c'est compétitif, à quel point tu as besoin de publier à cause du système, justement, publish or perish. Et puis là, soudainement, ton CV vient d'être entaché par, tu t'enlèves trois articles sur ton CV. Ça peut être assez démoralisant, merci. Oui. Donc, je pense que là, on y reviendra peut-être, mais faut savoir prendre en charge ces personnes-là si on veut, dans le fond, ou au moins, il faut qu'on soit sensibilisé au fait que tout le monde paye quand une personne fait de la fraude scientifique. Fait de la fraude. Voilà. Est-ce que, parce qu'il y a la technologie maintenant qui veut ça aussi, il y a Photoshop, il y a Internet, ça aide facilement les fraudeurs. Est-ce que, justement, ça serait, on peut dire, c'est la faute de la technologie ou de notre modernité qu'on fraude un peu plus, Dr. Turcotte?
Non, moi, je pense qu'il faut pas beurrer trop épais sur le dos de la technologie. Le problème est pas là. Le problème est le fait que la corruption est l'explication vraiment fondamentale de ce problème-là. Et ça finit par créer une situation où, de fait, on aboutit à l'atrocité que dans les pays riches présentement, les coûts de médicaments, les coûts de pharmaceutiques sont en train de faire exploser la banque partout. Et partout, on parle pas de ça. On parle plutôt de l'effet du vieillissement de la population. Alors ça, c'est un mensonge. Ça fait 30 ans qu'on a fait la preuve que le vieillissement de la population, ça n'a pas d'impact sur les coûts de santé. Alors, comment est-ce qu'on peut être acculé à cette situation? D'une part, de prendre des mensonges pour la vérité. Et les mensonges sont intoxicants, là, puisqu'ils nous empêchent de vraiment voir la réalité. On explique les coûts faramineux des pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques, en raison des coûts de recherche. Alors, c'est un mélange de vrai puis de faux. C'est vrai que ça coûte cher la recherche. Ça coûte tellement cher la recherche que ça fait un demi-siècle que l'industrie en fait plus. Et que c'est nous, les payeurs de taxes, qui finançons. La dernière percée qui est sortie de la recherche payée par l'industrie pharmaceutique remonte à 1962. Ben, dans mon agenda, moi, ça fait 53 ans. C'est un demi-siècle. Oui. Okay. Depuis que les compagnies entrent dans les universités en finançant les chaires de recherche, par exemple, ne voit-on pas une accélération du phénomène? N'y aurait-il pas des partenariats ou des associations plus venimeuses que d'autres, peut-être à cause de cet argent-là? Mais bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps que la direction de l'industrie pharmaceutique n'est plus entre les mains de chercheurs, mais elle est entre les mains d'administrateurs chevronnés, qui, eux, de fait, n'ont qu'un Dieu, c'est le rendement. Et, de fait, peu importe les moyens, c'est le rendement. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que dans tous les pays riches présentement, les médicaments sont devenus la troisième cause de mortalité. Mais c'est pas normal. Alors, dans ce contexte-là, Peter Gertsch, qui est un des cofondateurs de la collaboration Cochrane, dit pour se sortir du problème, il faut penser en termes de révolution. Et comme item, quand il parle de révolution, c'est que on peut pas régler ça dans un seul pays. Il va falloir que les pays se concertent pour faire ça ensemble. Abolir les brevets en pharmacie. Et l'abolition des brevets nous libérerait du fichu secret industriel qui devient le motif universel pour nous empêcher d'avoir accès aux données primaires. Deuxièmement, interdire toute recherche clinique à l'industrie pharmaceutique. Troisièmement, interdire tout marketing. Professeur Fenster, on est dans la recherche de solutions. Quelles seraient vos solutions à vous de la fraude scientifique? Alors, ce serait vraiment le problème, c'est que sur beaucoup des fraudes sont dans les sciences médicales, sur les médicaments, etc. Et le problème, c'est que c'est la recherche de ce côté-là, elle est soutenue par l'industrie pharmaceutique. Et étant donné qu'elle est soutenue par l'industrie pharmaceutique, on devient très dépendant de ce que l'industrie pharmaceutique attend. Si on veut avoir des fonds pour la recherche, on va avoir tendance à obtenir des résultats ou à publier des résultats qui, justement, sont en ligne avec ce que l'industrie pharmaceutique s'attend. Et ce qui est peut-être un problème de ce côté-là, c'est que quand on publie des résultats du point de vue pour l'industrie, par exemple pour un médicament, on n'a pas tendance à publier des résultats qui sont négatifs. On ne les publie pas. Oui. On se publie seulement les résultats qui sont positifs. Et je pense qu'un des moyens, c'est l'obligation pour les chercheurs de publier tous les résultats, même s'ils sont négatifs. Je pense que ça avancera énormément l'honnêteté dans ce sens-là. Je suis d'accord. Philippe Mongeon, en 1 minute, c'est une solution ou deux? Une solution ou deux. Ben, une première solution, je pense, ce serait d'améliorer les mécanismes de détection des fraudes. Puis on sait que les mécanismes de la science, donc l'évaluation par les pairs, la reproduction des expérimentations, a beaucoup de limites. Par contre, ceux qui sont peut-être les mieux placés pour détecter les fraudes, c'est les collègues proches, les gens qui travaillent. Donc, mais ces gens-là,
n'osent pas. Puis tu sais, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites. Puis 75% des gens disent même si je sais qu'un de mes collègues fraude, je vais pas le dénoncer parce que ça aurait trop d'impact négatif pour moi. Donc évidemment, il faudrait peut-être penser à protéger ou à inciter davantage les gens qui observent des comportements douteux à en faire part aux autorités responsables. Ça, c'est une chose. Puis avoir des politiques claires, nationales sur la gestion pour faciliter la gestion des cas de fraude, justement. Puis penser aussi à des systèmes qui favorisent les échanges critiques entre les chercheurs, le mentorat des jeunes chercheurs aussi. La sensibilisation, la sensibilisation, en fait, hein? On peut pas aller jusqu'au bout avec la sensibilisation, c'est certain, mais c'est important aussi. Oui, ça fait partie de la clé. En 1 minute, Dr Turcotte, une solution que vous mettriez de l'avant? Moi, la solution que je recommanderais, ce serait de criminaliser l'inconduite scientifique, au plus sacrant. Exactement comme on a criminalisé le fait de se présenter à la banque avec son fusil de chasse. Oh, oui. Et ce serait, pour la première fois, introduire un incitatif qui s'oppose à la malhonnêteté. Parce que maintenant, là, tous les incitatifs vont dans le sens, si vous voulez, de favoriser la malhonnêteté. Et même les périodiques les plus étroitement contrôlés ont baissé les bras. Le New England Journal of Medicine, de fait, a perdu 2 rédacteurs en chef depuis 10 ans. 2 rédacteurs qui se sont pas contentés de démissionner. Ils se sont donné le mal d'écrire un livre pour expliquer pourquoi ils partaient. Et dans les 2 cas, c'est essentiellement parce qu'ils se trouvaient tout à coup incapables de garantir l'honnêteté de ce qui était contraint de publier. Ça, là, c'est absolument ahurissant. Venant du New England Journal of Medicine, qui est un peu, pour les chercheurs en sciences de la santé, un peu comme l'Osservatore Romano. Oui. On rêve tous, comme chercheurs, d'avoir au moins fait paraître une fois un article dans New England. Et ça, je m'inclus là-dedans. J'ai passé toute ma carrière à essayer. Et je suis jamais parvenu. C'est pas faute d'avoir essayé. Oui. Mais de fait... Alors, si même le phare s'éteint, on perd ce phare-là des revues savantes s'éteint, on a beaucoup moins d'espoir. Donc, on était en compagnie du professeur Ariel Fenster de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. On était en compagnie aussi de Philippe Mongeon, candidat au doctorat en sciences de l'information à l'École de biblioéconomie des sciences de l'information de l'Université de Montréal, et du docteur Fernand Turcotte, professeur émérite en médecine préventive et santé publique à l'Université Laval. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Aoun Nui Lins. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en rediffusion et en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine. Un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume.